Salut à toi. Voilà le livre dont on va parler aujourd'hui. Histoire de la magie de Elifa Lévy. On avait déjà vu un premier livre de cet auteur, de Elifa Lévy, qui s'appelait Dogmes et rituels. Donc là, c'est le deuxième livre de la trilogie. C'est un livre qui est composé de 7 livres et chacun des livres a 7 chapitres. Donc partout dans ce livre, on retrouve le septénaire. Donc le livre Histoire de la magie, dans le titre de ce livre, il y a 2 mots qui sont importants, histoire et magie. Donc déjà, on va rappeler un peu contextuellement ce qu'est l'histoire. On sait qu'à l'école, on nous enseigne l'histoire, mais on nous l'enseigne mal. En fait, on nous apprend une succession de dates, une succession d'événements, mais sans pour autant faire le lien entre les dates et les événements. Donc du coup, ça n'a pas vraiment de sens la façon dont on l'apprend. Et moi, je sais que personnellement, j'avais pas appris grand-chose de l'histoire à l'école. C'est par la suite quand je m'y suis intéressé de moi-même. En vérité, c'est intéressant pourtant de s'intéresser et de comprendre l'histoire. Pourquoi? Tout simplement parce que comprendre en fait le passé, ça sert à comprendre le présent et donc à comprendre aussi le futur. Donc comprendre le passé, c'est quelque chose de très important en fait. Et c'est peut-être une des raisons qui fait que l'histoire est rendue incompréhensible et peut-être et apparaît en tout cas de façon et apparaît inintéressante. Parce qu'en fait, l'histoire, elle est politique. L'histoire, elle est enjeu de pouvoir. C'est-à-dire que l'histoire, en fait, c'est celle du pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir qui dit l'histoire. Or, le pouvoir, il se cache. Être dans l'ombre, c'est sa nature. C'est comme une chauve-souris. Il craint, en fait, en quelque sorte, la lumière du jour. Donc l'histoire, elle est toujours en jeu de pouvoir. C'est l'histoire qui fait le passé, et c'est l'histoire qui, au présent, dit le passé. Donc c'est toujours l'histoire, c'est toujours le pouvoir, en fait, qui agit et qui parle. Donc ça, c'était pour recontextualiser un peu le pouvoir, et ça aura du sens après dans la suite de la vidéo. Donc le deuxième mot qui est important, c'est la magie. La magie, c'est ce que je disais. On avait vu dans le premier volume de Elifa Lévy, on avait vu dans Dogmes et rituels qui définissait en fait la magie comme la somme de ces 2 termes. C'est le dogme, ça veut dire la théorie, la foi, la croyance, plus le rituel. Le rituel, c'est la pratique. Donc c'est le spirituel, le dogme, et le rituel, c'est le matériel. Et c'est la somme de ces 2 termes qui nous fait la magie. Donc la magie, en fait, c'est le dogme qui devient réalisation par le rituel. Donc en fait, on pourrait poser, le magicien, il répond, ou le mage, il répond en fait à 2 questions. Il répond à la question en quoi crois-tu et comment pratiques-tu? Sauf que quand on lui pose cette question-là, en quoi crois-tu et comment pratiques-tu, le magicien, il ne va pas répondre par des mots. Il répond par des actes. Il répond en fait par sa pratique. Il répond par des actes, il répond par des signes. C'est-à-dire qu'il répond par des objets, des pentacles ou des talismans. Et seul l'œil qui est habitué en fait à ces différents signes peut reconnaître ce que le magicien dit. Donc ce qu'il faut aussi savoir, pour terminer un peu avec cette partie-là, c'est que plus le dogme est puissant, plus le rituel est précis, et plus la magie sera grande. Donc, au final, tel qu'on a défini la magie comme la combinaison de ces 2 termes, dogme et rituel, étudier l'histoire de la magie, ça revient à faire quoi? Ça revient à étudier l'histoire des dogmes et l'histoire aussi des rituels. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on parle en fait, on parle des dogmes ou on parle du dogme, souvent quand je parle ici, je parle du dogme, c'est-à-dire le dogme qui se rattache en fait à la tradition primordiale. Donc, le dogme ou les dogmes, en général, ils répondent à 3 questions. Ils répondent en fait au ternaire du temps, passé, présent et futur. Passé, c'est d'où venons-nous? Présent, c'est qui sommes-nous? Que devons-nous faire? Est-on capable d'accomplir des choses extraordinaires dont on n'aurait même pas conscience? Donc ça, c'est le présent. Et le futur, c'est où allons-nous? Donc passé, présent, futur, d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? En général, c'est à ces 3 questions-là, ce ternaire du temps, que répond le dogme ou que répondent les dogmes. Pour faire rapidement un petit aperçu bref dans le passé, un aperçu, on va dire, succinct dans le passé, il va dire, avant la magie, ce qui précise en fait Elifa Lévy dans ce livre, c'est de ce livre-là dont je parle, Histoire de la magie. Donc avant la magie, c'était le nom que l'on donnait à la science des mages. C'est-à-dire que le grand art des mages, il était appelé l'art sacerdotal et parfois même l'art royal. Et la magie, elle était considérée comme une science en fait. C'était la haute science
qui avait su réunir en son sein la raison et la foi. Donc, en fait, voilà, la raison et la foi et la haute philosophie et le haut mysticisme. Donc, en gros, la magie, c'était quoi? C'était la science de la nature, la science qui prend d'en haut pour ramener en bas. Et donc, les dogmes, en fait, de cette science, puisque c'est d'histoire de la magie dont on parle ici, les différents dogmes de cette science et les différents rituels qui sont associés aux dogmes, au fil des temps, ils ont changé de forme. C'est-à-dire qu'au départ, on ne sait pas ce qui s'est passé au départ, d'ailleurs. On sait qu'à un certain moment, ils étaient gravés sur des tables d'émeraude. Ensuite, on sait qu'ils étaient cachés au fin fond des temples d'Égypte. On sait qu'ils ont été consultés par des philosophes comme Platon, comme Pythagore et comme encore bien d'autres personnes qui ne cherchaient pas forcément qu'à répondre à des questions de philosophie. Nous, on parle souvent de philosophes quand on parle de ceux qui se sont intéressés à la magie, mais il n'y avait pas que des philosophes. Donc, mais on verra ça dans d'autres vidéos. On sait aussi que les dogmes, donc ils ont été récupérés aussi par Moïse, et qu'ensuite, Moïse qui a été initié dans les temples d'Égypte, et qu'ensuite ils ont été transformés en Kabbale. Donc, il parle de tout ça en fait dans ce livre, il parle de beaucoup de choses. On verra ça dans la suite. Donc là, ce dont je vais parler, ça va être un des principaux dogmes. En fait, c'est le dogme d'Hermès. Hermès Trismégiste, pour 3 fois grand. Parce qu'il était considéré comme un sage, un mage et un roi. Donc Hermès Trismégiste, Hermès 3 fois grand. Donc en fait, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est en Égypte que la magie est apparue, ou en tout cas s'est complétée sous la forme d'une science qui était cachée en fait au fin fond des sanctuaires, au fin fond des pyramides. Donc le dogme d'Hermès, donc qu'Hermès a mis en fait sur une pierre précieuse et qui porte le nom de table d'émeraude. Donc ici déjà, avant d'entrer dans le détail du dogme, ce qu'on peut voir, c'est que c'était un dogme qui était mis sur une pierre précieuse. Donc du coup, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à de la magie talismanique, en quelque sorte. Mais on reviendra dans une autre vidéo sur le détail du dogme d'Hermès. Donc là, je vais dire ce que dit Eliphas Lévi dans le dogme. Donc il dit, le dogme d'Hermès, c'est, donc là je cite, « Ce qui est supérieur est comme ce qui est inférieur, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour former les merveilles de la chose unique. » Donc ici, comme je dis, on entrera dans le détail de ce dogme-là, mais là, pour le dire très rapidement, ça représente quoi cette phrase? Ça représente en fait la loi de l'équilibre universel. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et réciproquement, pour former les merveilles de la chose unique. Je recite à nouveau, donc le soleil est son père, la lune est sa mère, le vent l'a porté dans son ventre, et la terre est sa nourrice. Donc là, je continue la citation, c'est le principe universel, c'est le télesma du monde. Fin de citation. Donc là, de quoi il s'agit en fait? Ici, il parle de la lumière astrale, le grand agent universel. Donc ce qu'on voit, c'est que enfanté par le soleil, enfanté par le feu, enfanté par la lune, donc enfanté par le feu et par l'eau, porté par le vent, donc porté par l'air, et nourri par la terre, donc au centre des quatre éléments. Donc ça en fait, du coup, c'est le dogme de Hermès. Et maintenant qu'on a le dogme, c'est-à-dire la théorie, ça fait pas tout. La théorie plus le rituel, c'est ça la magie. Et donc là, le rituel, c'est de parvenir en fait à réaliser le dogme. Donc à comprendre le langage hermétique. Le terme hermétique pour dire compliqué à déchiffrer, ça vient justement du nom d'Hermès. Donc tout ça, c'est parvenir à comprendre en fait, parvenir à réaliser le rituel pour parvenir à maîtriser la lumière astrale. Donc il parle aussi ensuite dans le livre toujours du tarot. Donc le tarot, pour ceux qui avaient vu la vidéo qu'on avait faite dessus, où on parlait le tarot de Papoose, la clé absolue des mystères. Donc on avait vu que le tarot se composait en 3 septénaires, 3 ensembles de 7 cartes, et que chacun des septénaires correspondait à une entité distincte. C'est-à-dire qu'on avait le premier septénaire qui correspondait à Dieu, le deuxième septénaire qui correspondait à l'homme, et le troisième septénaire qui correspondait à la nature.
Et on avait donc un triple, on avait donc un ternaire composé de 3 septénaires. Et en fait, on voyait un mouvement cyclique entre les différents états. Donc on avait parlé d'involution pour dire que quand c'était l'esprit qui allait dans la matière, la descente, et on avait parlé ensuite d'évolution pour dire quand c'était la matière qui allait dans l'esprit. Donc il en parle aussi très rapidement dans ce livre-là. Il parle aussi des vers dorés de Pythagore qu'on avait vu dans une précédente vidéo. Donc si vous vous rappelez, les vers dorés de Pythagore, ça décrit 3 étapes: préparation, purification et perfection. Et ces 3 étapes décrivent en fait l'évolution morale et spirituelle de l'initié. C'est-à-dire que l'initié passe de la connaissance de soi-même, la connaissance de soi-même c'est la purification, à la connaissance des choses supérieures, c'est-à-dire la phase de perfection. Donc il en parle aussi. Pythagore, il faut se rappeler qu'il a été initié au mystère dans les temples d'Égypte. Donc il parle aussi très rapidement de Platon dans le livre. Donc Platon qui a aussi été initié dans les temples d'Égypte. Et il y a une petite citation que je vais faire qui est de Platon. Donc il dit: ce ne sont pas les livres qui donnent les hautes connaissances, il faut les puiser en soi-même par une profonde méditation et chercher le feu sacré dans sa propre source. Comprenne qui pourra. Donc on a vu qu'il parlait de Pythagore, de Platon, donc des philosophes. Il parle aussi des druides. Donc les druides qui accomplissent, comme on le sait, leur rite en fait dans les dolmens et dans les forêts, qui sont en fait, les druides, c'était à la fois des médecins et des prêtres. Et ils utilisaient en fait l'énergie fluidique, l'énergie astrale, qu'ils fixaient en fait grâce à des amulettes. Donc voilà, on a fait le petit tour. Donc après, il parle aussi de pas mal de choses. Hein. Il parle de la Kabbale, mais je ferai une vidéo dédiée sur ce sujet-là. Il parle aussi des procès de magie. Il parle de Jeanne d'Arc. Il parle de Raymond Lull. Il parle des sorciers et des magiciens célèbres. Il parle des procès de magie. Il parle des différentes sociétés secrètes. En gros, il fait le tour, dans ce livre, il fait le tour de la magie depuis ses origines, donc depuis la chute d'Adam du ciel jusqu'à l'époque contemporaine. Donc voilà, il fait un tour assez complet de la magie. Donc voilà pour je ne vais pas dire le résumé, j'essaie comme d'habitude de retirer des éléments intéressants pour pouvoir les présenter ensuite en vidéo. J'invite ceux qui veulent poursuivre la lecture à aller plus loin dans le livre, en le lisant tout simplement. Hein. C'est un livre qui est intéressant, il fait quand même un peu plus de 500 pages. Donc pour conclure en fait cette vidéo, ce que je dirais en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement la magie, c'est une science de la nature qui initie en fait les hommes aux choses divines. Et s'intéresser à la magie, en quelque sorte, c'est pratiquer, c'est ce qu'on voit en tout cas à travers les différentes vidéos, en tout cas c'est ce que je vois, c'est pratiquer en fait c'est pratiquer son développement personnel, spirituel. Développement personnel, on va dire, bien compris. Donc, quel est finalement ce qu'on pourrait dire à travers l'étude finalement de ces différents livres? Qu'est-ce qu'on voit sur les dogmes? Quel est l'objectif qu'on voit à travers les différents dogmes? En fait, ce qu'on voit à travers les différents dogmes, il n'y a vraiment au final qu'un seul objectif. C'est ce qu'on voit à travers la doctrine de Pythagore, c'est ce qu'on voit à travers des textes de Platon dont je parlerai par la suite, que je n'ai pas encore présenté, c'est ce qu'on voit à travers le dogme d'Hermès, c'est ce qu'on voit à travers le tarot aussi, quand on essaye de regarder ça un peu plus profondément. On voit que l'objectif ultime, en fait, c'est d'accomplir ce qu'on appelle le grand œuvre, donc la transmutation au niveau final. Et donc du coup, ça peut prendre, c'est pas une seule chose le grand œuvre, c'est que ça peut se décliner de différentes façons. Et donc chacun, suivant son inclination, on va dire, personnelle, va voir vers quoi il s'oriente. Parce qu'on peut accomplir, par exemple, l'alchimiste, qu'est-ce qu'il veut faire? L'alchimiste, il veut transformer le métal en or. Donc lui, ce qu'il veut, c'est l'or matériel. Si on parle de celui qui s'intéresse à la médecine universelle, lui, il veut arriver à soigner toutes les maladies. Donc là, c'est l'or physiologique. Si on pense au magicien, le magicien, ce qu'il veut, c'est transformer son verbe en or. C'est-à-dire que tout ce qu'il dise s'accomplisse. C'est en quelque sorte la puissance par les mots qui deviennent des verbes. Si on pense aussi au mystique, le mystique au sens
en sens premier, on va dire, il veut arriver à l'or moral. Et si on pense maintenant au théosophe, le théosophe, lui, ce qui l'intéresse, c'est d'arriver à l'or spirituel. Donc on voit que l'or se décline de différentes façons et que chacun peut trouver finalement ce qui l'intéresse. À chacun de poursuivre en fait sa voie personnelle. Donc voilà, la magie au final, c'est quoi? Ce qu'on voit, c'est que la magie, c'est ce que je disais, c'est donc du coup, c'est une histoire de pouvoir sur soi. Et donc l'histoire de la magie, c'est l'histoire des hommes au final qui ont tenté de prendre le pouvoir sur eux-mêmes. Et cette histoire-là, c'est une histoire qui ne se raconte pas, c'est une histoire qui se vit. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parlé du livre Histoire de la magie de Elifa Lévi. C'est le deuxième livre de sa trilogie. Le premier, c'était Dogme et Rituel. La prochaine fois, on verra son dernier livre, enfin le troisième livre de la trilogie. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.